Nous continuons de parler un peu du Mali avant d'aborder le sujet sur la CEDEAO. Nous sommes rejoints sur le plateau par Basile Agbo, directeur de publication Intelligent Fighters. Bonsoir Basile. Bonsoir mes chers confrères de New World TV et chers téléspectateurs de New World TV. Alors, nous étions avec vous à Belcloussé par rapport au cas malien. La question était de savoir, on est en train de voter comme si on était dans un état normal, tout le Mali était vraiment uni. Oui, je disais que les échéances électorales ne devaient pas surprendre, parce que depuis au moins 5 ans, on s'y attendait. On savait tous que le 29 juillet, voilà 2018, on ira aux urnes pour renouveler soit la confiance au président Ibrahim Boubacar Keïta ou choisir son successeur. Maintenant, de l'autre côté également, il y a des efforts à faire. Parce que si les représentants de l'État ne peuvent pas aller sur certaines parties du territoire, on se demande comment est-ce qu'on pourrait apporter les urnes là, ou si il y a une partie, c'est-à-dire ce qui conviendrait peut-être d'appeler, même si je sais que les Maliens ne seront pas d'accord, l'armée régulière qui va sécuriser les élections au sud, et puis il y aura les rebelles qui vont sécuriser les élections au nord. C'est la question qu'il va falloir se poser. Mais aujourd'hui, ça a tellement évolué, même si ce n'est plus avec autant de frayeur comme en 2012 et 2013, mais on ne parle même plus seulement que du sud et du nord, on parle aujourd'hui également du centre. Donc il y a tellement de problèmes à se poser. Par rapport à ce que mon frère avait dit tantôt, il ne revient pas, ou ça dit, il ne s'agit pas de décerner une carte blanche à Ibrahim Boubacar Keïta, même si je suis d'accord, il a hérité d'un pays en lambeaux, c'est vrai, il n'avait pas toute la puissance qu'il faut, mais quand vous êtes élu à 73% des voix, mais vous avez une telle légitimité que vous pouvez prendre des décisions fortes. Pourquoi est-ce que les accords conclus avec les rebelles depuis la peine à être mis en exécution? Pourquoi est-ce que ces accords peinent? Et qu'est-ce qu'il a eu à poser comme action? J'aurais bien aimé qu'avant de déclarer sa candidature, au lieu de s'auto-satisfaire et de dire prochainement je m'attellerai à la sécurité comme si ce n'est pas ce qui fut fait, il va falloir qu'il fasse un bilan au peuple. Il va falloir, parce que plusieurs ignorent qu'ils sont des mandats et qu'ils doivent rendre compte aux mandataires. Encore que le peuple même soit exigeant. Justement, et il pouvait faire un bilan sur ce qu'il a eu à faire et ce qu'il n'a pas pu faire et pourquoi il n'a pas pu le faire, et pour justifier le fait qu'il demande un second mandat. Pour clore cette question, moi je suis un peu peiné, même si je comprends qu'à chaque fois, je l'avais dit, je l'avais effleuré, qu'on axe nos politiques sur sécurité, armée, gendarmerie, police. Aucun peuple ne se développe comme cela. C'est vrai que quand vous prenez toutes les grandes nations, aujourd'hui, si vous prenez même les nations, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, ces 5 nations ont toujours une armée ou des armées fortes. C'est vrai, mais aucune de ces nations n'a commencé par une armée forte. Pour pouvoir évoluer, pour pouvoir... Et il y avait un terme en vogue, heureusement que plusieurs l'ont rapidement oublié, l'émergence, pays émergent et tout. Mais si vous voulez atteindre l'émergence, ce n'est pas seulement sécurité. Il faut investir dans l'humain. Et c'est ce qui manque au Mali, c'est ce qui manque dans plusieurs pays africains. Combien on consacre à l'éducation et à quelle éducation on consacre ce pourcentage également? Ce sont des questions qu'on devait se poser. Alors, Basile Agbo, vous nous avez rejoint. Ibeka souhaite un second mandat. Qu'est-ce que ça vous dit? Je crois qu'il n'y a pas lieu de beaucoup se faire la bile autour de la candidature de Ibeka. C'est vrai que c'est un président qui a bénéficié donc d'une large majorité à son élection, ça il faut le dire. Et aujourd'hui, il doit donc faire le bilan de l'action qu'il a menée à la tête de l'État pendant son premier mandat et donc voir si le peuple malien peut encore lui renouveler la confiance. Je crois que de toutes les façons, c'est normal qu'il se présente donc comme candidat. Maintenant, au peuple malien de voir si le mandat qui lui avait été conféré et jusqu'à terme aujourd'hui vaut la peine d'être renouvelé. Donc, il appartient maintenant au peuple malien de voir le travail qui a été fait par Ibeka et de se dire, on peut encore lui donner une nouvelle chance d'évoluer, on va voir. Mais sur le terrain, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que les questions restent en suspens. Beaucoup de questions restent en suspens. Nous l'avons reconnu que Ibeka a bénéficié, a hérité d'un pays très problématique. Et donc, qu'est-ce qu'il peut faire au-delà
de ce qu'il a pu faire au jour d'aujourd'hui, on ne va quand même pas lui jeter la pierre. Il a peut-être essayé de faire quelque chose. Mais si, dans le paysage politique malien, il se trouve encore des personnalités capables de faire face aux défis qui attendent le Mali, je crois que les populations auront à en juger. Sur le terrain, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que le problème sécuritaire est épineux. Il est difficile de circuler au Mali, ça c'est clair. Et Ibeka même l'a reconnu. Dans beaucoup de milieux, l'insécurité règne en maître. Et donc, si les populations croient que c'est lui qui peut encore gérer, libre à sa population malienne de le choisir. Mais moi, je crois que ce serait mieux que quelqu'un d'autre aussi qui a le poigne de gérer les affaires du Mali avec ce que nous connaissons sur le terrain, avec la réalité qui est sur le terrain, se propose pour voir si lui, il peut faire mieux en faisant l'analyse de ce que Ibeka a fait et n'a pas pu faire. Quelqu'un d'autre peut proposer une autre forme de gestion qui, si cette forme capte le consentement des Maliens, il peut encore le juger. Mais pour ce qui est de lui-même, en tant que candidat pour revenir, je crois que c'est normal. Rien ne l'empêche de le faire. Mais c'est à lui de voir. Ce serait peut-être une honte de se dire je n'ai pas pu faire. Et bon, je lève la main, je sors du jeu. Voilà. Donc c'est ça qui peut-être le gêne un tout petit peu. Mais je crois que c'est un courage dont il veut encore faire montre. C'est au peuple de juger. Alors, au peuple malien de juger. Dernière question sur le sujet. On s'imagine difficilement que Ibeka ait le même boulevard qu'il a eu en 2013. Oui, évidemment, il ne peut plus recueillir plus de 70%. Il ne peut plus recueillir plus de 70% parce que les enjeux sont autres. Au moment où il arrivait, et vous savez, tout peuple veut toujours croire à un héros. Et donc, en ce moment, on prenait M. Ibeka comme un héros. Oui. Donc, aujourd'hui, il a démontré sa force. Le peuple sait à peu près ses limites. Oui. Donc, on ne peut plus croire en Ibeka comme on l'avait fait en 2013. Donc, aujourd'hui, et surtout que ses concurrents aussi sont des personnalités, sont de hautes personnalités qui sont très mûres en politique et qui peuvent essayer de le talonner, de le gêner. Il part quand même favori. Pour le moment, je ne peux pas me prononcer par rapport à cet aspect du sujet parce que franchement, il faut laisser le jeu politique se développer. Peut-être à quelques semaines de l'élection présidentielle. On est à quelques semaines. C'est le 29 juillet. Oui. Disons qu'on est à un mois juste. Un mois, oui, mais franchement, je ne peux pas me prononcer par rapport à cet aspect. À 2 mois. Oui, à 2 mois. Je ne peux pas me prononcer par rapport à ce sujet. Oui, vu que c'est un président sortant et en Afrique, on peut dire oui, il n'est pas favori. C'est sa défaite qui sera une surprise, sa victoire ne sera jamais une surprise. D'accord, on change maintenant de sujet. On va évoquer la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. L'institution sous-régionale a été créée en 1975. Cette année, ça fait 43 ans. Alors, 43 ans après, est-ce que le pari de l'intégration, parce qu'on se rappelle bien qu'à la création, c'était les présidents togolais, Gnassingbé Yadema, feu président, et le Nigérian Gowon qui était à l'initiative. L'idée, c'est la libre circulation des personnes et des biens. 43 ans après, Abel Koussé, Paris réussi, côté intégration. Oui, je dirais que s'il faut noter la CEDEAO, je lui donnerai 14 sur 20. Oui, c'est quand même 14 sur 20, c'est une bonne note. Là. Une très bonne note. Si vous le permettez, afin de pouvoir juger la CEDEAO, il faut voir comment est-ce qu'elle est née.
On se rappelle qu'au lendemain des indépendances et tout, il y avait quand même des expulsions manu militari de certaines communautés dans certains pays. Et le point saillant a été atteint quand au Nigeria, on avait donné 48 heures aux Ghanéens pour qu'ils puissent déguerpir. Donc, c'est à la suite de ces violations des droits de l'homme, de ces expulsions entre peuples frères, que deux hommes forts, deux généraux, Yakubu Gowon, le président nigérien, et Gnassingbé Eyadema, également général, donc président du Togo, se sont retrouvés. Et quand à la fin, on a vu 15 pays, le 28 mai 1975, signer un accord pour lancer une zone communautaire. J'ai pu donner 14 sur 20 parce que aujourd'hui, quand vous voyez dans ces 15 pays, on n'assiste plus à ces expulsions entre peuples frères. Mais ça ne suffit pas. Il faut voir également que cette initiative de la CEDEAO a été copiée ailleurs. Je dirais ça a fait boule de neige. Mais vous verrez que la CEDEAO a été imitée, mais jamais égalée. Si vous permettez, prenons seulement l'Afrique, il y a quand même 5 blocs régionaux. Vous les prenez par exemple, il y a le bloc oriental, il y a le bloc central, il y a le bloc de l'Est, il y a le bloc de l'Ouest, et puis il y a le bloc du Nord. Voilà. Et quand vous prenez par exemple le bloc oriental, la communauté n'a jamais en tant que tel fonctionné, dans la mesure où il y a un pays puissant, l'Afrique du Sud, qui se considère comme la vache à lait que les autres pays cherchent. Et donc, naturellement, ce pays est porté vers, je dirais, le protectionnisme. Le pays ferme ses frontières. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment, en tant que tel, la libre circulation dans la zone orientale. Quand vous montez au centre, vous verrez que là, c'est beaucoup plus grave que dans la zone orientale, où, c'est vrai, on peut dire que c'est parce que ce sont des pays qui ont beaucoup de déserts, donc beaucoup de surfaces désertiques, mais on sent qu'il n'y a pas une véritable volonté politique à aller à une communauté dans la région centrale. Quand vous allez au nord, avant de venir dans les deux autres côtés, quand vous allez au nord, leur communauté a eu quand même du plomb dans l'aile pour une chose, le cas du Sahraoui occidental. Ça a divisé profondément le Maroc et l'Algérie, ce qui fait qu'il ne peut pas avoir union entre pays frères quand un problème touche à la souveraineté d'un État. Donc, ils n'ont pas pu s'entendre. Et là-bas également, il n'y a pas eu véritablement de communauté. La seule zone géographique qui puisse concurrencer la CEDEAO, c'est l'Est. Et comme vous voyez chez eux, c'est vrai, il y a eu une sorte de communauté. Et même sur l'aspect économique, c'est une communauté que plusieurs affirment dépasser la CEDEAO sur l'aspect économique. Mais là où la CEDEAO surpasse toute concurrence, c'est le volet droits de l'homme et le volet politique. Vous verrez que sur ces deux points, alors, il y a également le protocole additionnel qui porte sur la démocratie, la limitation de mandat et tout. Et donc, sur le plan de politique, sur le plan droits de l'homme, ce sont les deux points d'abord, on l'avait dit tantôt, je l'avais dit tantôt, par rapport à la rencontre entre Gowon et Adema, ce sont les deux points droits de l'homme qui avaient amené à la création de l'Union. Et pour ne pas monopoliser la parole, il faut dire également que cette réussite-là s'explique. Cette réussite sur le plan politique et droits de l'hommiste s'explique par le fait que la CEDEAO mobilise financièrement plus que l'Union africaine. La CEDEAO est une communauté plus riche que l'Union africaine. Et cela s'explique. Quand vous voyez le financement de la CEDEAO, il n'y a pas un État où ce n'est pas un financement étatique. Ce n'est pas un financement étatique. Quand c'est comme cela, vous verrez qu'aucun État ne peut peser sur les décisions, ne peut peser outre mesure sur les décisions de la communauté. La CEDEAO se finance comment? Il y a un pourcentage qu'on perçoit sur les importations et les exportations de la zone. Et tenez-vous bien, ce financement-là, ce ne sont pas les États qui les prennent ou qui les perçoivent et versent à la communauté, mais c'est la Banque centrale qui le fait directement. On sait que la main qui donne est la main qui ordonne. Une fois que les États ne donnent pas,
il est difficile pour ces États d'ordonner. Et c'est ce qui explique en quelque sorte les avancées au niveau de la politique et au niveau du droit de l'homme de la CEDEAO. La seule chose qui fait que c'est difficile de donner 18 à ces communautés, peut-être on reviendra, c'est la difficulté qu'ont les nations qui ne parlent pas les mêmes langues à traverser leurs frontières. Mais ça, on y reviendra probablement. C'est une belle leçon d'histoire, Basile Agbo. Côté intégration, tout est dit là. Est-ce que vous avez les mêmes observations? Et je crois que le confrère a tout dit. C'est-à-dire que si on veut encore ajouter quelque chose, je crois qu'on va dépasser peut-être la base des 14 sur 20 qu'il a donné. Effectivement, il faut reconnaître que la CEDEAO a été la seule communauté africaine à faire des pas de géant au jour d'aujourd'hui. On n'y pensait pas. À la création de la CEDEAO, on ne donnait pas cher la réussite dans la CEDEAO. Nous avons vu des choses et les gens se sont posé beaucoup de questions. Au départ, lorsque nous avions la CEDEAO des États, il y avait des difficultés à ce fonctionnement-là. Aujourd'hui, nous avons nous avons dépassé la CEDEAO des États pour la CEDEAO des peuples. Et je crois que c'est à ce niveau où le boom a été fait. Et il y a une avancée terrible au jour d'aujourd'hui. Et ça démontre de la volonté des peuples de la CEDEAO de vouloir vraiment aller vers une intégration. Et vous voyez même que et ça a séduit d'autres États qui ne sont pas de la CEDEAO. Je parle du Maroc aujourd'hui, qui tend donc à venir vraiment vers la CEDEAO parce que le Maroc a constaté que la CEDEAO a été une communauté la plus grande qui a fait des efforts de géant. Lorsque vous lisez même le discours du président de la commission de la CEDEAO, vous voyez, il a cité un certain nombre d'avancées que la CEDEAO a obtenues et qui sont dues donc à la volonté de tous ces États de la CEDEAO de faire mieux que toutes les autres communautés. Et il a parlé d'une croissance de 7%, qui est une bonne croissance aujourd'hui. Il a parlé de la carte biométrique, qui aujourd'hui donc est une réalité. Et il a également parlé de la volonté d'avoir une zone monétaire commune aujourd'hui, une monnaie commune pour la CEDEAO au jour d'aujourd'hui, et un certain nombre d'avancées. Aujourd'hui, nous avons la radio de la CEDEAO qui est au niveau du Libéria. Et donc, vraiment, la volonté des peuples de faire que la CEDEAO soit une réalité a triomphé au jour d'aujourd'hui. Je crois que c'est vrai qu'il y a beaucoup de défis qui restent encore à relever à ce niveau-là, mais sur la marche que nous sommes en train de voir pour la CEDEAO, eh bien, c'est une belle réussite. Et qui crée peut-être des émules un peu à gauche, à droite, et peut-être des jaloux peut-être dans les autres communautés. Est-ce que l'une des plus grandes réussites de la CEDEAO aussi, c'est pas comme le dit Abel, c'est pas un peu le volet politique où on voit cette organisation véritablement présente dans les États, elle n'accepte plus les crises, elle est là quand il y a crise, elle va peut-être même imposer parfois son dictat. Oui, il faut dire que au plan politique, la CEDEAO a beaucoup évolué. La CEDEAO a fait des avancées, et même sur les autres plans. Effectivement, vous allez voir la CEDEAO présente dans des pays, et dans des crises, pour régler les crises au plan politique, des pays au plan politique. Mais il faut dire que la CEDEAO n'a pas encore réussi ce que nous appelons la libre circulation des personnes et des biens. Et au niveau des frontières, quoique poreuses, vous allez voir que lorsque les gens, les passants, les gens sont en transit, il y a tout un tas de choses qui se... Parce que vous allez constater que lorsque quelqu'un quitte le Togo pour rentrer au Ghana, et il y a des choses qui se font, les gens prennent de l'argent. Peut-être que au niveau du Togo, les douaniers togolais ne vont pas prendre de l'argent parce que justement c'est un Togolais. Mais arrivé au niveau du Ghana, eh bien, les Ghanéens vont prendre l'argent. Et inversement, lorsqu'un Ghanéen vient, eh bien, le douanier ghanéen ne prend pas de l'argent et c'est le
le douanier togolais qui prend de l'argent. Donc, au niveau de la circulation des personnes et des biens, ça manque. Ça manque beaucoup de choses. Mais je pense que globalement, le bilan est un peu positif. Mais la CEDEAO doit encore faire des efforts. Même si on dit que la CEDEAO a réussi son intégration, peut-être c'est parce que beaucoup de pays dans la zone CEDEAO utilisent le franc CFA. C'est peut-être cela qui a facilité cette intégration. Vous allez voir que dans les autres espaces, espaces sous-régionaux, eh bien, il n'y a pas cette façon, enfin, cette vision de consommer, sinon d'utiliser une même monnaie. Donc, au niveau de la zone CEDEAO, il y a beaucoup de pays qui utilisent le franc CFA. C'est ça qui a favorisé cette intégration. Mais par rapport à ce bilan, oui, c'est vrai que le bilan est un peu positif, mais il reste beaucoup de choses à faire. Donc moi, je ne peux pas donner 14 sur 20. Vous donneriez? Bon, je peux donner à la rigueur 11. Par intelligence. Ça, c'est pas ça. Un professeur très méchant. Abel Clousset, il a évoqué quand même la libre circulation. Vous savez, aujourd'hui, quand vous quittez le Togo, pour le Bénin, bon, c'est vrai, sans pièce d'identité, on vous prend 500 francs de chaque côté. Mais quand vous faites le voyage dans le Ghana, c'est très compliqué de traverser la frontière du Ghana. Pire quand vous allez au Nigeria. Et là, les dirigeants en sont conscients. Le chef de l'État togolais, qui est le président de la CEDEAO, a commencé dès l'entame de son bilan à s'attaquer à ce phénomène. Mais patatras, plus rien. Oui, je vais peut-être commencer là où vous avez chuté. Je suis de ceux qui pensent que le président Faure Gnassingbé allait probablement, nous sommes aujourd'hui dans la politique fiction parce que ça n'a jamais eu lieu, allait faire des merveilles à la tête de la CEDEAO s'il n'avait pas connu une crise à l'interne. C'était difficile vu la manière dont cette crise a été relayée par les médias internationaux, d'avoir la tête haute devant ses pairs et de vouloir être entre griffes un président en exercice de la CEDEAO fort. C'était difficile. Et donc, vous savez également que s'il est président en exercice de la CEDEAO, c'est parce qu'il est président au Togo. Et que la crise avait connu un tel degré que les gens même contestaient sa légitimité à l'intérieur et qu'on réclamait même sa démission. Dans de telles situations, il est difficile qu'il puisse poursuivre ses œuvres communautaires, même si il est demeuré président en exercice de la CEDEAO. Alors pour revenir à ce que vous avez dit, c'est vrai, Pacoma a souligné quelque chose, mais dans la zone CEMAC, ils ont également la même monnaie. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont connu la même réussite que la CEDEAO. Donc, le fait d'avoir la même monnaie n'explique pas tout. Mais là où je lui donne totalement raison, c'est que pour passer de 14 à 17 ou à 18, il va falloir que la CEDEAO réalise d'abord une chose, c'est l'union monétaire. Il va falloir qu'aujourd'hui, dans la CEDEAO, on a 15 pays, 8 appartiennent à l'UEMOA, donc 8 ont la même monnaie. Et il y a la plus grande puissance, le Nigeria, qui ne partage pas la même monnaie avec les 8 autres naturellement. Donc il va falloir que les 15 aillent à l'union monétaire et ensuite aillent à l'intégration des marchés. Parce que quand vous avez la même monnaie, quand il y a intégration des marchés, vous verrez que naturellement, les Togolais, si je prends l'exemple du Togo, apprendront beaucoup plus l'anglais et les Ghanéens apprendront beaucoup plus le français parce qu'il y a une intégration des marchés. Et dans de telles situations, si on ne nous gêne pas assez quand on veut traverser Hila-Kondi pour aller au Bénin et que c'est quand on veut traverser la frontière au niveau de pour aller au Nigeria qu'on nous gêne, c'est parce qu'il y a blocage de la langue également. Il y a blocage de la langue et également blocage monétaire, c'est là où je rejoins Paco. Il y a également blocage monétaire. Donc si on arrive à réaliser ne serait-ce que ces deux choses, c'est-à-dire l'union monétaire et ensuite l'intégration des marchés, vous verrez que la CEDEAO fera un grand pas. Et puis je pense également que parfois, nous sommes très impatients.
La CEDEAO a fêté son jubilé d'émeraude en 2015, ça fait 40 ans. Aujourd'hui, 43 ans. C'est un processus. Et on ne peut pas créer une zone. Et figurez-vous que quand même, ce n'est pas la première initiative. Il y a eu plusieurs initiatives qui avaient échoué. Et c'est pourquoi quand il faut noter, il faut parfois prendre en considération toutes ces choses. Je propose qu'on puisse marquer la pause. Au retour, on va encore s'étendre amplement sur le sujet de la CEDEAO parce que le sujet est très intéressant. On en parlera au retour. On marque la pause pour suivre le journal.